contrairement donc à la croûte supérieure, dont les principales formations sont actuellement à l'affleurement, les formations de la croûte moyenne et de la croûte inférieure sont difficilement accessibles à l'observation directe. Seuls quelques affleurements de granulites permettent d'y accéder. Alors les granulites, ce sont des roches métamorphiques, hein, et elles peuvent être basiques ou pellitiques ou carbonatées, mais elles ont été équilibrées dans le faciès granulite qui, comme vous le savez, correspond à des hautes températures et de relativement haute pression. On peut aussi les toucher grâce aux xénolithes de cette croûte inférieure qui ont été remontés au moment où les basaltes cheminaient depuis le manteau supérieur, où ils sont nés, jusqu'à la surface où ils se mettent en place. Donc ils échantillonnent non seulement les xénolithes montéliques, mais ils échantillonnent aussi des morceaux des différentes parties de la croûte qu'ils traversent, dont donc des xénolithes de nature granulitique. En tous les cas, les données sismiques indiquent que la partie profonde de la croûte continentale est plutôt basique comparée à la croûte supérieure, qui elle, rappelez-vous, a une composition granodioritique ou granitique, et que la limite entre ces deux parties, c'est-à-dire la croûte supérieure puis la croûte moyenne et inférieure, se situe à peu près à 10 km de profondeur. Cette profondeur est déduite de la variation de la vitesse des ondes P qui augmente donc avec l'augmentation de la densité des roches, et elle monte relativement brutalement à 10 km de profondeur. Donc, les fameuses granulites, on les a soit dans les boucliers précambriens. Alors, les boucliers précambriens, ce sont ces terrains qui ont subi un certain nombre d'orogenèses impliquant des collisions de grands chevauchements, etc., et qui par la suite ont été pénéplanés par l'érosion remontée isostatique, ce qui a permis à des formations profondes d'être actuellement à la surface. Donc, on peut les toucher donc à ce niveau-là. On peut aussi les toucher dans les chaînes de montagnes récentes, grâce notamment au chevauchement lithosphérique associé à de l'érosion. Le bel exemple que nous avons au Maroc étant celui du massif du Beni Boursra qui est situé dans le Rif interne. Ces roches, donc de la croûte inférieure, sont en effet basiques. Elles ont de faibles teneurs en SiO2 et elles sont plutôt ferromagnésiennes, donc de composition en général plus basique que celle de la croûte continentale supérieure. Alors, pourquoi est-ce que la croûte a acquis cette composition plutôt basique? C'est probablement la conséquence de la fusion partielle de la croûte qui produit directement des magmas de composition granitique. Ces magmas de composition granitique sont évidemment plus riches en éléments légers, plus riches en silice, et qui vont aller migrer vers le haut, depuis la croûte inférieure, vers la croûte moyenne, puis vers la croûte supérieure. La croûte donc inférieure qui a perdu tous ces éléments et qui a parlé tout ce matériel qui va former les parties supérieures, et donc restitique, c'est donc ce qui reste après le départ de ce dont on vient de parler. Enfin, il faut savoir qu'elle est sèche, déshydratée, du fait justement de la fusion partielle. Comme vous le savez, l'eau est principalement le moteur par lequel les éléments légers tels que les terres rares légères ou les éléments à large rayon ionique sont mobiles dans ces fluides hydrothermaux, ou on dit aussi les fluides aqueux. Bon alors, donc il y a les granulites et il y a aussi les xénolithes ramenés donc par les laves et échantillonnés par les laves quand elles sont en route vers la surface depuis le manteau. Alors ces xénolithes, ils ont des caractères communs, peu importe le contexte donc dans lequel on se trouve, le contexte géotectonique, contexte intraplaque, continental, contexte orogénique ou ce qu'on veut, et quel que soit aussi leur âge. Ils ont donc une composition généralement plus basique que les granulites, donc moins riche en silice et plus riche en
ferromagnésiens. Ils sont évidemment pauvres en éléments légers, tels que les terres rares légères ou les éléments à large rayon ionique, et ils ont toujours une anomalie positive en europium, comme ça avait déjà été le cas dans les granulites. Bon, on reviendrait évidemment sur la signification de ces anomalies dans les différents types de roches en suivant le cours de M. Daher, donc qui vient en complément de ce que je vous dis ici. Alors, ces xénolithes sont plus représentatifs de la croûte inférieure que de la croûte moyenne et elles sont donc aussi de composition granulitique, mais avec évidemment des effets un petit peu plus sévères quand il s'agit du caractère basique ou de leur appauvrissement en ces éléments légers. L'une des choses aussi les plus intéressantes, on peut dire aussi les plus intrigantes par rapport au bilan chimique au niveau de la planète que l'on peut faire, c'est que la croûte continentale qui ne représente en fait que très peu de choses, à peine 1% de la Terre silicatée, donc qui comprend le manteau et la croûte océanique et la croûte continentale, alors que 20 à 50% des éléments incompatibles de cette partie silicatée sont concentrés dans la croûte continentale. Alors, on va approcher cela de différentes façons, mais on va d'abord faire une comparaison entre le contenu en éléments, en différents éléments chimiques de la croûte océanique et de la croûte continentale dans un diagramme donc qui donne en abscisse les différents éléments classés ici par ordre de concentration importante vers la gauche dans la croûte continentale et vers la droite par un degré de compatibilité croissant. Les valeurs donc qui sont comparées sont normalisées au chondrite pour rendre le diagramme facilement lisible. Alors vous remarquerez que les éléments qui vont du zirconium ici jusqu'au nickel, en passant par le titane, l'aluminium, le calcium, le fer, magnésium, les teneurs restent comparables. En revanche, pour tous les éléments qui sont à gauche et qui comprennent les éléments à large rayon ionique, des terres rares essentiellement légères, plus le plomb, l'uranium, le thorium, qui sont de très bons indicateurs de la croûte continentale, notamment supérieure. Vous le voyez ici, eh ben, ceux-là, ils sont beaucoup plus concentrés dans la croûte continentale qu'ils ne le sont dans la croûte océanique. On peut aussi procéder à une autre approche par un calcul de bilan de masse entre les différentes composantes actuelles de la Terre, donc qui sont euh, la croûte plus le manteau que nous avons actuellement, et on peut partir de la composition du manteau primitif. Vous vous rappelez de cette approche et cette vision que l'on a maintenant, c'est que la Terre, avant la formation des croûtes océaniques et des croûtes continentales, avait un manteau que l'on a appelé le manteau primitif, et au cours de temps géologique, de son manteau primitif ont été extraits les différentes parties crustales de la Terre. Alors, prenons en termes, on va faire cette analyse en termes de terres rares, toujours normalisées au chondrite, et on va prendre trois types de roches représentatives. Le premier, c'est le PAS. Rappelez-vous, on l'a vu dans les diapos d'avant, ou quelques diapos avant, c'est les Post-Archean Australian Shale. Ce sont les shales post-archéens d'Australie qui représentent la composition de la croûte continentale. Et nous avons ici un résidu réfractaire qui correspond à l'actuel manteau supérieur que l'on dit restitique, parce que il a fondu un grand nombre de fois et il a produit ces fameuses borbes, et on sait qu'il a un spectre qui est à peu près équivalent à celui des morbes, donc appauvri en terres rares légères, avec un spectre de terres rares moyennes et lourdes qui est plat. Et ici, nous mettons la composition du manteau primitif tel que nous avons appris à le calculer dans le chapitre d'avant. Alors, le simple bilan de masse fait que, à partir de ce manteau primitif, on peut avoir
par fusion partielle, une croûte continentale ici, vous voyez, qui a cette composition, et un résidu qui reste après le départ de ces produits de fusion partielle qui correspond à l'actuel manteau restitique. Nous avons donc ici une certaine, un certain appui à cette idée suivant laquelle donc la croûte est extraite du manteau au cours des temps géologiques. Nous allons évidemment voir quelles sont les façons et quelles sont les manières par lesquelles cette extraction est faite et dans quel contexte est-ce que cela est fait. Bon, le mécanisme invoqué pour l'extraction du manteau primitif de composés à même donc de représenter la composition de la croûte continentale qui, je le rappelle, bien qu'elle ne forme que 1% de la terre silicatée, en contient 50% des éléments incompatibles. C'est donc la fusion partielle. Fusion partielle qui veut que, en fonction du taux de fusion partielle et de la nature du matériel qu'ils font, va produire des liquides de composition différente, euh, fonction de ce taux de fusion. Rappelez-vous, on avait beaucoup discuté sur la différence entre une concentration et une quantité. Quand j'ai une source qui fond et qu'elle est riche par exemple en éléments légers, si j'ai 2% de fusion partielle, je vais avoir un liquide. Si j'ai 10% de fusion partielle, je vais avoir un autre liquide, tous deux de composition différente. Bien que celui qui correspond à 10% de fusion partielle contient une quantité, je ne vais pas dire une quantité, c'est-à-dire une masse de ces éléments incompatibles qui soit plus importante que celle de 2%, la concentration dans le liquide qui est issu de 2% de fusion partielle est beaucoup plus importante. Ce liquide est beaucoup plus enrichi. Donc, pour les éléments les plus incompatibles, plus le taux de fusion partielle est faible, plus la concentration en ces éléments est importante. On va prendre ici l'exemple du manteau primitif dans un diagramme donc qui allie la coefficient de répartition D, où donc à droite vous avez les éléments compatibles, donc qui ont un D supérieur à 1, même très compatible pour celui qui est à 10, et à gauche de 1, donc ici, les éléments qui sont un peu incompatibles, et puis fortement incompatibles. Tiens, en ordonnée, on a donc les concentrations donc mesurées sur les différents liquides produits par la fusion partielle de ce manteau primitif, normalisées au chondrite. Donc ici 1, c'est la composition du système, si vous voulez, qui correspond au manteau primitif. Et ici, vous avez des lignes sur lesquelles est marqué un facteur qui s'appelle F. F, c'est le taux de fusion partielle, c'est-à-dire le pourcentage de la source qui fond. Si elles font à 100%, F est égal à 1, donc j'ai 100% de fusion partielle, 100% de liquide. Si F est égal à 0, c'est-à-dire que tout le système est solide, il n'y a pas de fusion partielle. Par exemple, pour un F est égal à 0,5, c'est une fusion partielle de 50%. Alors, pour les exemples qui sont donnés ici, vous avez F est égal à 0,2, c'est-à-dire que j'ai 20% de fusion partielle. Ici, j'ai F est égal à 0,045, c'est-à-dire que j'ai 4,5% de fusion partielle. Et ici, j'ai 0,06, je veux dire que j'ai 1,6% de fusion partielle. Alors, quand on prend ce manteau primitif et qu'on lui fait subir une fusion partielle à 20%, j'obtiens une concentration des éléments traces les plus incompatibles à gauche, les plus compatibles à droite, qui est donc sur cette ligne. D'accord? Si je fais un taux de fusion partielle plus faible, je passe de 20% à 4,5%, j'obtiens un petit peu plus de ces éléments, mais on a trouvé que pour tomber sur une concentration qui correspond à celle que l'on constate dans la croûte continentale, il nous faut une fusion simplement de 1,6% de ce manteau primitif. Vous aurez remarqué que quand le taux de fusion partielle ici
Il va y avoir évidemment les éléments incompatibles, mais leur concentration ne correspond pas à celle de la croûte continentale. Alors que si on a un taux de fusion partielle qui est faible, le, le liquide produit est très riche en ces éléments incompatibles et donc correspond à ce que l'on observe au niveau de la croûte continentale. Ah, et nous avons ici, quand nous faisons cette fusion partielle, il nous reste un résidu euh, cristallin de ce manteau primitif, donc la partie qui n'a pas fondu, dans le cas qui est de 0,016 de F1, donc j'ai 1,6%, j'ai donc ce manteau résiduel qui va représenter 98,4% qui n'a pas fondu et qui va avoir cette composition, et vous remarquerez que cette composition montre un fort appauvrissement en terres rares légères qui sont allées s'incorporer dans les liquides et donc ultérieurement dans la croûte continentale, et ici donc laissant un manteau résiduel que l'on a appelé appauvri.